Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode, une nouvelle interview. Aujourd'hui j'accueille Élodie. Élodie et sa famille vivent au Québec depuis 2 ans. Et si c'est une destination habituellement idéalisée, je trouve, par les Français, elle va nous raconter un parcours pas aussi facile que cela, pas aussi idéal que cela. Élodie est partie là-bas en tant qu'enseignante. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu comment fonctionne le système scolaire québécois, les difficultés qu'elle a rencontrées, elle, en tant qu'enseignante, les difficultés que ses enfants ont rencontrées quand ils sont rentrés dans le système scolaire là-bas. Alors forcément, rien n'est ni noir ni blanc. Il y a des nuances à apporter, il y a des avantages et des inconvénients à chaque système. Mais en tout cas, elle nous partage, sans filtre, vraiment, en toute honnêteté, les difficultés qu'ils ont rencontrées en tant que famille et les choix qu'ils ont faits pour trouver leur place dans cette société québécoise. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Élodie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élodie. Bonjour Floriane. Merci beaucoup d'être là, de partager votre expérience sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on entend les petits oiseaux derrière toi. Il est très tôt le matin chez toi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es ? Alors, en effet, il est 7h40 chez moi. Je suis dans un chalet en bois typique au bord d'un petit ruisseau dans la forêt en Mauricie, au Québec. Ça donne envie en tout cas. Ça fait très carte postale, c'est une très très belle région que je découvre là pour cette fin de semaine, avec un grand week-end. Je sais jamais trop dire là, j'essaie de m'approprier le vocabulaire québécois et je sais toujours entre week-end, fin de semaine. Donc c'est une grande fin de semaine puisque aujourd'hui nous sommes lundi et c'est férié ici au Québec. Donc en français, un long week-end. Un long week-end, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, toi et puis ta petite famille ? Alors, moi, je m'appelle Élodie. Je dis à mes élèves que j'ai 14 ans, mais en fait, j'en ai 42. Je vis à Montréal depuis 1 an et au Québec depuis presque 2 ans avec mon conjoint et nos 2 enfants, Arthur qui a 11 ans et Olivia qui a 7 ans. Et avant d'être au Québec, nous habitions à Marseille où moi, je suis née et j'ai grandi à La Ciotat, juste à côté. Et mes enfants sont nés à Marseille aussi, donc on a habité pendant 9 ans. Et avant ça, on a fait un petit peu de tour. On a vécu dans pas mal de coins. On a un petit peu la bougeotte. D'accord. En France ou à l'étranger ? Les deux. Alors les deux, ouais. les deux. En France, donc avec mon conjoint, en fait, on s'est rencontrés à New York. On était tous les deux étudiants il y a 17 ans. Donc moi, on habitait 2 ans là-bas, il y a quand même un petit moment. On s'est rencontrés là-bas et on est ensuite rentrés ensemble en France. On s'est installés à Paris parce qu'il fallait un terrain neutre entre Bordeaux et Marseille, donc lui vient de Bordeaux. On s'est installés à Paris où on a vécu pendant quelques années et ensuite on a testé Bordeaux et le soleil me manquait. Non, je plaisante, j'ai eu une opportunité professionnelle et on est revenu à Marseille après. Et alors, donc vous êtes au Canada depuis donc presque 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fait quitter Marseille et partir pour le Canada ? Écoute, on a toujours eu, donc on s'est rencontrés en étant étudiants, en vivant dans une autre ville. On a toujours eu cette envie en rentrant en France. On adore vivre en France. Voilà, on n'a vraiment pas fui. On aimait beaucoup notre vie. On s'est toujours dit qu'on voulait repartir vivre quelque part et le faire avec les enfants. Mm-hmm. Donc on attendait un petit peu l'opportunité, le bon moment pour le faire. On voyage beaucoup aussi à côté de ça, mais nous on est plutôt adeptes des voyages où on va un peu s'installer quelque part. On fait énormément d'échanges de maison. On est vraiment fan de la plateforme pour ça, pour vraiment s'imprégner du lieu. Et l'idée de partir en voyage au long cours nous plaisait, mais vraiment en étant basé quelque part et s'imprégner de la culture, casser un peu nos habitudes. C'était ça qui nous tentait. Donc moi, je suis professeure des écoles et j'ai cette opportunité-là de pouvoir postuler dans des écoles à l'étranger. Donc depuis que je suis enseignante, je le fais tous les ans. D'accord. Et en attendant qu'un poste me tombe sous le nez dans un lycée français, avec la contrainte de trouver un endroit où mon conjoint peut travailler aussi, donc avec visa de travail et un pays ou francophone ou anglophone, parce que voilà, pour pouvoir évoluer professionnellement aussi, parce qu'on ne vit pas à 4 sur un salaire de prof, soyons honnêtes. Donc voilà, donc j'ai envoyé pas mal de
candidature et je suis tombée sur une offre l'association des commissions scolaires anglophones du Québec qui recrutait des professeurs de français à l'étranger. Donc, c'était hors système français, c'est pas un lycée français, hors éducation nationale. Et donc, j'ai postulé il y a 4 ans une première fois, j'ai eu des premiers contacts, ça n'a pas abouti. Et il y a 3 ans, donc en 2024, ça a abouti et on m'a proposé un poste dans la commission scolaire de New Frontiers, qui est donc en Montérégie, tout au sud de Montréal, entre Montréal et la frontière américaine à peu près, pour enseigner le français langue seconde en école anglophone. Donc j'ai eu un poste, ça s'est décidé en avril 2024 et nous sommes partis, je crois, le 6 juillet, juste après. Donc en 3 mois, on a dû tout boucler et voilà, je te vois ouvrir des grands yeux. On est un peu complètement tarés. Voilà, là-dessus. Donc, nous, on avait toujours eu envie de partir et d'embarquer les enfants là-dedans et aussi, un peu culturellement de leur dire, de voir qu'est-ce que c'est que de vivre ailleurs, d'être aussi étranger ailleurs. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, changer un peu les habitudes, de ne pas avoir cette routine-là ancrée, d'être toujours avec les mêmes copains, la même école, les mettre un peu en difficulté aussi, nous mettre en difficulté, resserrer. Il y a plein de trucs qui viennent là-dedans, plus que juste partir en voyage. C'est vraiment, on s'imprègne. Et puis, il y a la question financière aussi, que partir en voyage pendant 1 an, je t'avoue qu'on adorerait le faire, mais on n'est pas prêt à tout mettre de côté pendant une période assez longue pour pouvoir épargner. Donc, ça permet aussi d'avoir un job à l'étranger, de pouvoir voyager en ayant un salaire quand même qui tombe toutes les 2 semaines ici. Et ça, c'est formidable. Oui, c'est marrant. Et du coup, ton conjoint ou ton mari, je sais pas, a pu facilement obtenir un visa, trouver du travail. Comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'était vraiment le point clé. Moi, j'avais eu une opportunité à Nairobi, au Kenya aussi, là, dans un lycée français que j'ai refusé parce que lui n'avait pas de permis de travail. Il fallait qu'il trouve un employeur. Il avait droit à un visa de touriste long terme, mais pas un permis de travail. Donc, il fallait qu'il trouve un employeur qui lui paye les visas. Voilà. Le Québec, l'avantage, c'est que moi, j'ai un permis de travail fermé, donc je suis liée avec mon employeur. Je peux pas changer d'employeur. Je suis obligée de rester avec la même personne. Et mon conjoint, même en n'étant pas marié, a droit à un permis de travail ouvert. Donc, lui peut travailler n'importe où pour n'importe qui. D'accord. Voilà. Donc, il a quitté son job en partant. Moi, j'ai pris une disponibilité de l'éducation nationale, c'est-à-dire que mon contrat est entre parenthèses parce que j'ai des enfants de moins de 12 ans, donc j'ai un peu biaisé, mais bon, tout le monde le fait. D'être en disponibilité. Et lui a quitté son boulot et on a cherché après en arrivant ici. D'accord. Pourquoi tu dis que tu as un peu biaisé le truc? Parce que tes enfants, ils ont moins de 12 ans. Les enfants moins de 12 ans, mais normalement, c'est un contrat que tu prends. Alors, j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts, mais normalement, c'est bon, parce que mon inspectrice m'avait dit de le faire. C'est une disponibilité auquel tu as droit pour t'occuper de tes enfants. On a le droit de travailler quand même, mais il faut que ça colle avec les horaires des enfants. Donc, je peux pas prendre un job où je vais travailler tous les soirs, par exemple, ou travailler de nuit. L'idée, c'est d'être disponible pour mes enfants. Donc, oui, je suis disponible pour mes enfants, mais je travaille quand même. Oui, d'accord. Voilà. Bon, en l'occurrence, tu travailles sur les heures d'école. Donc, En l'occurrence, je travaille sur les heures d'école. Ouais. Très bien, très bien. Donc, vous êtes arrivé en Montérégie. Alors, quand tu m'as dit ça la première fois, je suis allée voir sur une carte. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Et donc, en fait, c'est la petite région qui est juste en dessous de Montréal. Montréal, c'est vraiment à la frontière. Hein. C'est quoi? C'est le Saint-Laurent qui fait la frontière, sans doute. Oui, c'est ça. En fait, c'est toute la partie, donc tu as l'île de Montréal, c'est toute la partie qui est au sud du Saint-Laurent, en dessous de Montréal. Donc tu as, alors je vais peut-être me tromper sur les villes, mais les villes qui sont en face de Montréal, il y en a une partie qui font partie de la Montérégie, je crois Longueuil, tout ça, ce qu'on appelle la rive sud de Montréal. Et ensuite descend jusqu'à la frontière, dans ce qu'on appelle le grenier du Québec. Donc, c'est toute cette région hyper agricole où il y a des champs de maïs à perte de vue. Et il y a aussi tous les vergers, toutes les cueillettes. Tout ça, c'est vraiment une région très, très, très agricole. Et toi, donc, ton job, vous avez choisi l'endroit en fonction de l'école où tu allais, j'imagine? Exactement, c'est ça. Alors moi, j'ai eu un poste, et ça, heureusement, je l'ai su au mois de juin, au mois de mai, quand on devait chercher un appart à distance. La bonne galère aussi, parce qu'on n'avait pas le temps de faire un voyage de repérage. On était déjà allé au Québec, puis en ayant vécu aux États-Unis, voilà, on savait un petit peu à quoi s'attendre. Moi, j'ai su que j'avais un poste dans un village qui s'appelle Ormstown, qui est un tout petit village à 20 minutes de la frontière américaine, donc vraiment hyper anglophone. C'est vraiment la carte postale de la Nouvelle-Angleterre avec les petites fermes en bois, ah oui, d'accord. Voilà, très, très, très mignon, et que des champs et que des fermes autour. Donc moi, j'ai eu un poste là, et on s'est dit tout de suite qu'on ne pouvait pas vivre là. Nous, on habitait à Marseille en centre-ville, tu vois, donc ça faisait un clash un peu trop grand.
Oui, le dépaysement, se mettre un peu en difficulté, d'accord, mais Voilà, peut-être pas trop voilà, exagéré. il y a quand même une limite. Et puis nous, moi, j'ai pas eu de voiture pendant 15 ans quand même. Ouais. Donc voilà, me retrouver à reconduire la bagnole tous les jours, la neige, bref. Donc on a cherché sur Google Maps une ville de taille moyenne qui était pas trop loin où moi je puisse aller bosser et aussi mon conjoint puisse trouver du boulot. Ouais. Parce qu'au fin fond de la campagne rurale agricole, voilà, c'était pas possible. Donc on a trouvé une ville qui s'appelle Salaberry de Valleyfield, qui est une ville qui est une île sur le Saint-Laurent. Donc quand tu es à Montréal, tu descends le Saint-Laurent et tu tombes sur Valleyfield, qui est une ville de, je crois, 50 000 habitants. On voulait pas être du tout imprégné dans la communauté française, donc ça nous allait très bien. Je crois que sur 50 000 habitants, il y a 100 Français de France, alors qu'à Montréal, la proportion est beaucoup plus importante. Donc ça nous allait très bien. Et puis on a regardé des vidéos, des photos sur Internet pour choisir la ville où on allait, quoi. C'était vraiment petit canal, bord de l'eau, des parcs, ça avait l'air assez vivant en été. Donc on a sélectionné cette ville-là où il y avait des écoles pour les enfants aussi. Et là, on s'est mis à chercher un appart à distance. On a fait appel à un courtier immobilier qui a pu visiter et envoyer notre dossier, voilà, qui n'était pas forcément évident à présenter. Et donc, nous avons trouvé un appart à distance non meublé et banco, on est parti. Ok, donc l'appart était quand même réglé avant que vous arriviez. Oui. Quand vous êtes pointé, vous avez pu poser vos valises. Bon, il a fallu meubler. Ouais, alors on a pu poser nos valises. Là encore, Home Exchange nous a sauvés. On avait réservé une petite maison pas très loin de l'appart pendant, je crois, une dizaine de jours chez une dame absolument adorable. Donc on s'était installé chez elle le temps d'aller dans les ressourceries Ikea pour meubler l'appart. Bon, au départ avec des matelas par terre. Et on avait envoyé 4 mètres cubes dans un container avec tous les jouets des enfants, de la déco, la vaisselle, nos affaires de camping, vraiment les affaires perso dont on avait besoin pour se sentir chez nous. Et on avait envoyé ça fin mai et c'est arrivé fin octobre. Donc on a vécu avec 4 fourchettes pendant 4 mois. Et je crois que c'est le truc qu'on était le plus content de retrouver, les couverts, tu sais, pour pas avoir à faire la vaisselle à la main toutes les 5 minutes. Voilà, donc le temps, on a fait un peu du camping. Mais c'était l'été, on était vraiment dans la phase de découverte. Ça n'a pas été lourd du tout, cette première partie d'installation. C'est drôle quand même parce que ça vous aurait sans doute coûté moins cher d'acheter des fourchettes en plus plutôt que de les mettre dans un container, non? Oui, bien sûr. Après, c'était pour le reste. On avait fait le calcul, tu sais, rien qu'acheter les serviettes de toilette, racheter tous les jouets pour les enfants, racheter des bouquins, le container, je crois que les 4 mètres cubes, ça nous a coûté moins de 3 000 euros. Avec vraiment, avec une quarantaine de cartons, on aurait dû tout racheter, ça nous aurait coûté plus cher. Mais oui, les fourchettes, c'est anecdotique. Bon, la cocotte en fonte, je suis pas sûre que c'était aussi intéressant. Bon, en plus, 4 mètres cubes, c'est vrai que c'est pas énorme, quoi. Hein. C'est Non, vite fait, 4 mètres cubes, je pense. Ouais, c'est pas énorme, ça fait à peu près 30 cartons, donc ça va vite. Puis moi, j'avais toutes mes affaires de boulot aussi, mes manuels, mes ateliers plastifiés, des trucs qui prennent des heures de boulot que je ne me voyais pas refaire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et alors, donc, comment ça s'est passé, le début, l'arrivée, donc ton conjoint, pardon, il a trouvé du travail rapidement? Alors, il n'a pas trouvé. En fait, on est arrivé début juillet et on s'est posé juillet-août. On a dû faire un aller-retour en France. Alors, c'était quand même cool, c'était prévu. Mais on avait pris des places pour les JO pour aller voir des épreuves avant de savoir qu'on partait au Canada. Donc voilà, c'était mon rêve absolu. Et ma belle-sœur se mariait au mois d'août aussi. Donc on s'est installé en juillet et on est rentré pour 2 semaines et demie, je crois, en France. Début août pour ces 2 occasions-là. Donc voilà, on savait que l'été c'était tranquille, on avait prévu ça. Et à la rentrée, une fois la rentrée des enfants passée, il a cherché du boulot. Il s'était dit au départ que il allait en profiter pour faire un peu autre chose. C'était l'occasion. Et dans le bled où on était, donc il n'avait pas de voiture au début. Moi, on avait juste acheté une pour que moi je puisse aller bosser. Il a trouvé des petits boulots de serveur, de vendeur en boulangerie, des trucs qu'il aurait aimé faire quand il était plus jeune. Et voilà, donc il a fait un peu d'autres choses. Et puis après, la réalité financière l'a rattrapé. Et il a recherché un job un peu plus habituel, voilà. Et il a fini par retrouver du boulot dans la boîte pour laquelle il bossait en France avant. Donc je crois qu'il a commencé en janvier, on est arrivé en juillet, et en janvier, son ancienne boîte l'a repris dans une autre division. Donc, voilà. Donc là, il rebosse pour la même boîte pour laquelle il bossait en France. Bon, bah, c'est marrant ça. Donc c'est marrant. Donc il a eu sa petite période un peu jeune rebelle à refaire des petits jobs alimentaires. Et ça lui a bien plu. Voilà. Puis du coup, tu apprécies aussi de revenir à quelque chose de plus confortable après. Ouais. Donc les enfants sont rentrés à l'école. Comment ça s'est passé du coup là, les premières semaines, les premiers mois à partir de septembre? Écoute, ça s'est passé où pendant, je pense, je vais dire 3 mois, mon conjoint va me dire mais non, t'exagères. Où le soir, on se regardait en disant mais quelle idée on a eue, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous sommes arrivés à Valleyfield donc début juillet, on avait déjà fait des demandes de préinscription à l'école à distance, on nous avait dit tant que vous n'êtes pas là, que vous n'avez pas vos papiers,
on ne peut pas confirmer l'inscription. Donc, dès qu'on est arrivé le lendemain, on avait rendez-vous à l'école qui était juste à côté de chez nous pour inscrire les enfants. Et là, la secrétaire nous dit, mais nous, on n'a plus de place. Donc, vos enfants vont être inscrits à l'école, mais ce ne sera pas l'école à côté. Vous aurez une confirmation. Et on reçoit une semaine après une confirmation. Et ils étaient envoyés chacun dans une école différente, à l'autre bout de la ville. C'est-à-dire que mon fils, qui avait 10 ans à ce moment-là, était dans une école qui était à 10 minutes en voiture, mais comme il prenait le bus scolaire, il avait 45 minutes de trajet, donc il partait à 6h15 du matin. Et ma fille, qui avait 5 ans, qui rentrait au CP, a été envoyée dans une école qui était à 35 minutes de voiture, bus aussi. Heureusement, elle était la dernière, donc elle avait que 35 minutes de bus, à l'autre bout de la ville. À 5 ans. À 5 ans, voilà. Le bus toute seule. Mon conjoint n'avait pas de voiture, donc à la fin de la journée, où il prenait le bus pour rentrer à la maison, mais potentiellement, il n'y avait personne parce que c'est 15h, quoi, tu vois, quand ils prennent le bus. Ou moi, il fallait que j'aille les chercher avec ma voiture, mais ça me faisait 1h30 de route pour aller chercher ma fille qui était à l'autre bout. Donc bref, super galère. On avait négocié avec l'école pour que les enfants aillent à la garderie de l'école qui était à côté de chez nous. Donc le bus, leur bus les récupérait, les amener à la garderie à côté de chez nous pour qu'on puisse les récupérer plus facilement. La première semaine, le bus n'est pas passé du tout pour ma fille. Aucun matin. On attendait, le bus ne passait pas. Donc, je me suis retrouvée à l'amener en urgence, me faire après 1h30 de route, arriver à l'école en même temps que mes élèves, qui est le pire truc, et puis la jeter littéralement dans cette école où elle ne connaissait personne, sans son frère, tu vois là. Le truc de séparer les fratries, ça m'a rendu complètement dingue, quoi. Tu vois, une angoisse pas possible. Et en fait, en postant sur les groupes Facebook de, je sais plus, c'était Français à Montréal ou je sais plus, un groupe Facebook, machin d'expats, en disant, vous savez pas s'il y a un recours, quelqu'un qu'on peut contacter, au moins que mes deux gamins soient dans la même école, qui est ce truc rassurant pour eux. Et là, quelqu'un nous dit, mais t'as quoi comme visa? J'ai un visa temporaire, donc on n'est pas là j'ai pas un visa permanent. Il dit, mais tu sais que t'as droit à l'école anglophone. Et nous, c'était notre rêve absolu. On parle tous les deux anglais couramment, que nos enfants parlent anglais aussi. Et en fait, donc, on a appris, donc ça c'était fin août, qu'on avait droit, en étant résident temporaire, à inscrire nos enfants en école anglophone. C'est très, très, très réglementé ici. Il n'y a que les personnes qui ont été à l'école anglophone ou qui viennent d'une région anglophone qui ont le droit de mettre leurs enfants en école anglophone au Québec pour garder le français comme langue principale. C'est vraiment cette oui, d'accord. Parce que j'allais dire, c'est dommage de bloquer cette ouverture vers la langue anglophone, mais en fait, c'est militant pour le français. Ouais. C'est très militant, c'est vraiment pour garder le français. Moi, je travaillais en école anglophone, puisque j'étais recrutée par une commission scolaire anglophone. Ils m'ont jamais dit, tu sais que tu peux mettre tes enfants dans notre école. Sympa, quoi. Même quand je leur ai dit que c'était une super galère, quand je leur ai présenté le truc, mes enfants à l'autre bout de la ville, tout ça, personne m'a rien dit. Et en effet, il y a une petite ligne qui dit, si vous êtes résident temporaire, quelle que soit votre origine, vous pouvez mettre vos enfants à l'école anglophone. Donc vite, on a fait les démarches, mais ça prend du temps, c'est pas automatique. Donc les enfants ont fait leur rentrée chacun dans leur école francophone. Et alors au bout d'une petite semaine pour Olivia, on a eu un message nous confirmant qu'elle pouvait aller à l'école anglophone, et Arthur, ça a pris 2 semaines. Donc voilà, donc mi-septembre, ils ont rechangé d'école pour aller tous les deux dans la même école anglophone à 15 minutes à pied de la maison. Donc là, ouf, c'était on respire là. Voilà. On n'a pas respiré bien longtemps. Pour Olivia, il n'y a eu aucun souci, donc elle s'est retrouvée en CP. La ville dans laquelle on était, c'était une ville très francophone, donc à l'école anglophone, ils avaient 80% d'anglais, 20% de français, alors qu'en principe, c'est plutôt 50-50. Mais les enfants entre eux parlaient français dans la cour et tout ça. Tu vois, moi, là où je bosse dans une autre école, les enfants sont vraiment anglophones. Et sur 28 élèves, j'en ai 2 qui comprennent ce que je raconte quand je parle que en français. Et entre eux, ils parlent qu'anglais. Ah ouais, ok. C'est vraiment des anglophones. Ça dépend vraiment des villes. Donc là, à Valleyfield, c'est une ville très francophone. Donc les enfants entre eux parlaient français. Olivia, elle s'est éclatée tout de suite, hyper à l'aise, super enseignante. Et Arthur, qui était en équivalent de CM1, ça a été l'horreur pendant bien 2 mois où il pleurait tous les soirs parce qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il avait son enseignant d'anglais qui parlait pas du tout français, donc il pouvait pas lui traduire, qui était pas à l'aise avec ses difficultés. Et puis c'est un petit garçon qui a toujours été excellent à l'école ou qui a toujours tout compris tout de suite. Donc là, c'était la première fois qu'il se retrouvait à pas réussir en fait immédiatement. Et ça a été très, très, très dur. Et nous, on lui disait, mais ça va aller, ça va aller. Ça va être dur jusqu'à Noël. Après, ça va aller. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Et c'était, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Donc, ça a été très, très dur. Et on s'est même regardé une fois qu'ils étaient couchés en disant, mais pourquoi on lui a imposé ça? Et il y a un jour, voilà, où s'est passé un incident. Et
Et j'ai écrit à la directrice en disant, écoute, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait l'aider, l'accompagner, faire du Tsura, quelque chose, parce que là, j'ai un petit garçon qui fait des crises d'angoisse tous les soirs, c'est pas possible. Et elle l'a changé d'enseignant, elle l'a changé de classe. Et là, il a eu une enseignante hyper bienveillante. J'appelle ça une enseignante TikTok, tu sais, qui fait plein de trucs mignons, jolis, des caouts, et qui leur donne des récompenses et des fichettes par-ci par-là, tout ce que moi, en bonne française, je ne fais pas. Mais voilà, un accompagnement émotionnel qui a été fabuleux. Elle l'a mis en confiance. Elle parlait français, donc elle a pu traduire quand il y avait besoin, vraiment l'écouter, le câliner. Voilà, une approche complètement différente. Et il a repris confiance, il a été métamorphosé, il a arrêté de pleurer. Écoute, là, on est 18 mois plus tard. On a déménagé, donc je peux te raconter après. Il a rechangé d'école et là, il est quasiment bilingue. Et super content. Et je dis, tu vois, maman a toujours raison. Mais ça a été, voilà, on a eu de septembre à Noël quasiment, où ça a été vraiment éprouvant surtout pour notre grand. Mais j'imagine aussi que du coup, en tant que parent, vous vous posez forcément des questions. Quand vous vous posiez la question un peu pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit bon bah c'est pas grave, l'aventure là, ça marche pas trop, on rentre. Vous êtes dit ça ou pas? C'est ce qu'on s'est dit. Alors après, aussi, pour moi, ça a été très, très difficile. Ah, en plus. Ah oui, non, mais moi, ça a été, pas la pire, mais l'année la plus difficile d'enseignement que j'ai connue. Donc, je me suis retrouvée dans une école rurale. Pour la première fois de ma vie, dans ma classe, je n'avais que des blancs. Je viens de Marseille, donc j'ai toujours enseigné à Marseille en centre-ville avec une mixité sociale et culturelle hyper riche, que moi j'adore vraiment. C'est pas facile, mais c'est très enrichissant. Les enfants qui viennent d'ailleurs ou qui ont des origines d'ailleurs, ils ont une richesse culturelle et une curiosité qui est innée, ils vont avoir d'autres difficultés. Et là, je me suis retrouvée avec que des enfants de fermiers, école défavorisée plus, vraiment la grande ruralité, précarité, et où on m'a dit mais la française rentre chez toi. Ça a été vraiment violent. J'ai été menacée de mort par un élève. Heureusement, super collègue, super directrice, j'étais soutenue, mais je partais avec la boule au ventre le matin. Heureusement, j'avais 2 classes, donc j'alternais un groupe et l'autre, mais j'étais à pleurer dans ma voiture en rentrant en me disant c'est dur, mais tu vas en sortir quelque chose. C'est dur, mais tu vas en sortir quelque chose. Ouais, des choses que j'avais pas connues. La violence comme ça venait des parents du coup, pas de tes collègues? Alors non, pas de mes collègues. Non, mes collègues étaient super et une bonne partie de mes élèves aussi, mais j'ai eu quelques élèves en souffrance terrible. Hein. Moi, j'étais le réceptacle de leur souffrance. C'était bien sûr pas personnel. En opposition avec l'apprentissage du français, avec une violence à la maison qui était tellement importante qu'il fallait bien que ça sorte. Et moi, étant nouvelle, étant étrangère, puis découvrant aussi une communication et une culture qui était différente, je m'en suis pris vraiment plein la figure pendant quasiment toute l'année pour certains. Et voilà, donc ça a été assez costaud. Et c'est pareil, et moi, je me revois mon conjoint à un moment me dire mais attends, mais tu fais pas une deuxième année comme ça là, on rentre quoi. Ouais. Donc je savais que c'était temporaire, c'est ce qui m'a fait tenir. Je savais que j'allais gagner quelque chose. Et puis j'ai été hyper bien soutenue par l'équipe, mais c'était quand même c'était vraiment vraiment dur. Et le rythme scolaire aussi, moi, m'éprouve beaucoup ici. On est à l'école 5 jours par semaine. Alors oui, on finit plus tôt, mais ce que je te disais en aparté avant, moi je pars à 6h30, l'école commence à 7h30, de 7h30 à 14h30 avec 50 minutes le midi. Donc les journées finissent plus tôt, mais on a le même temps en classe. Donc pour les enseignants et pour les enfants, c'est quand même lourd, 5 jours par semaine, et beaucoup moins de vacances. On a 2 semaines à Noël, 1 semaine en mars et 2 mois l'été. Donc on a quand même moins ces coupures qui permettent de recharger, et pour les enfants et pour les enseignants. Donc il y a quand même pas mal de moments où on n'arrive plus à enseigner parce que moi j'ai plus de jus et mes élèves non plus. Donc c'est une approche qui est complètement différente. Donc voilà, je me suis retrouvée aux vacances de Noël complètement au fond du seau. Mais je t'avoue qu'en effet, ne pas avoir les vacances de la Toussaint, chaque année, moi j'en parle un peu avec Émilie, donc ma collègue sur Parents Voyageurs. En Espagne, ils n'ont pas de vacances à la Toussaint. Les enfants, ils sont farcis, quoi. Ils arrivent à Noël, ils sont cuits, et ils ont aussi, c'est à peu près le même rythme du coup, 5 jours par semaine. Après, je sais pas si c'est si tôt que ça que le matin, mais c'est pareil, ça finit assez tôt dans l'après-midi, mais c'est énorme en fait. Et moi, je vois mes enfants, du coup, système français, mon petit, il est encore en primaire avec pas classe le mercredi.
il arrive à la Toussaint, il est cuit déjà en fait. Et il a besoin des vacances quoi, pour se recharger. Les vacances de la Toussaint, c'est les plus nécessaires. Honnêtement, c'est celles qu'on attend le plus parce qu'on a toute cette reprise de la rentrée. Puis, la remise dans le rythme, c'est très dur en fait pour tout le monde quoi. Et puis effectivement, se remettre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, reprendre confiance. Ouais, c'est vraiment les plus nécessaires, plus que celles de printemps où on sait qu'on est sur la fin. Et cette coupure de 2 semaines ou même une semaine, elle permet de recharger les batteries et puis d'apprendre le cerveau de faire une pause aussi. Je parle pour moi, mais encore on est adulte et puis on a fait ce choix, mais pour les enfants... c'est vrai que voilà, les expats ou la vision qu'on a de l'école au Canada, c'est oui, c'est super, ils finissent tôt, ils ont des activités en fin de journée. Certes, mais en fait, les activités, c'est de la garderie en fin de journée, c'est parce que les parents travaillent. 5 jours par semaine pour le rythme de l'enfant, c'est trop. Et le vendredi, très souvent, on n'enseigne pas, quoi. Tu vois, sur 5 jours, je pense que j'enseigne autant qu'en France sur 4 jours. Il y a plein de moments où c'est du jeu libre, où il y a des fun days, où il y a des trucs parce que juste cognitivement, pour les enfants, c'est pas possible. Donc, en fait, il y a plein de moments où l'école fait garderie et ne fait pas école. Ce qu'on ne fait pas en France, où le rythme est beaucoup plus intense, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais voilà, cette pause, moi, physiquement, je l'ai connue, je l'ai ressentie et j'ai senti que j'étais moins bonne enseignante parce que j'avais pas ces moments où je n'avais pas ma classe, où je pouvais recharger un petit peu. Plus les difficultés que tu rencontres à pas être forcément très bien accueillie par les élèves, c'est aussi difficile à gérer, donc ça fait beaucoup, quoi. Plus ton fils qui est pas au top... Exactement. Après, ce que j'ai vécu, moi, dans ma classe ici, c'est ce que j'ai eu la chance de ne pas vivre aussi fortement en France et que d'autres vivent. Voilà, c'est pas forcément pire ici et c'est pas forcément plus facile en France, loin de là, hein, c'est pas comparable. Mais et en fait, il y a eu une certaine violence que j'avais pas vue et les parents qui sont très critiques. Il n'y a pas de relation frontale avec l'enseignant. Ils vont tout de suite écrire à la directrice. Ils vont appeler la directrice dès qu'il y a quelque chose qui va pas. On a moins de contact avec les parents, ce qui complique un petit peu les choses aussi. Et tes élèves, là, ils ont quel âge ? Écoute, la première année, j'avais des 4e et 5e années, donc j'avais ces 2 classes, parce que c'était 50-50, j'alternais un jour chacun. C'était l'équivalent de CM1, CM2. J'avais toujours dit dans ma carrière, j'aime pas les grands. Je suis restée là-dessus. Et là, donc, j'ai changé d'école, j'ai changé de ville et j'ai changé d'école. Là, je suis dans le périurbain et j'ai des CP qui m'épuisent, mais qui sont absolument adorables. Ils t'épuisent parce qu'ils sont plus petits, non ? Exactement, parce qu'ils n'arrêtent jamais, parce qu'ils font que tchatcher à longueur de temps et se battre, et se disputer et jeter des chaises, parce qu'on apprend tout en CP, mais ils sont très mignons, donc c'est pas du tout la même chose. C'est de la fatigue plus nerveuse, voilà. Et du coup, là, si on finit un petit peu sur le sujet de l'école, le fonctionnement au Canada versus on peut connaître ailleurs, les CP que tu as, ils rentrent juste à l'école en CP ? Alors oui, en fait, l'école est obligatoire à 6 ans et pas à 3 ans comme nous on a en France. La maternelle existe, elle a été mise en place et elle est un peu poussée depuis quelques années parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même des apprentissages fondamentaux qui se font en maternelle, voilà, qui sont nécessaires pour après rentrer dans la lecture. Les enfants, sinon, avant 6 ans, vont ou à la maternelle, mais c'est maternelle 5 ans, maternelle 6 ans, il n'y a pas l'équivalent de petite section. Maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Donc, petite section, il n'y a pas. C'est l'équivalent de moyenne et grande section. C'est très ancré sur le jeu et le vivre ensemble. Moins d'apprentissage académique. Et sinon, les enfants vont à la garderie avant, où les éducatrices font plus que de la garderie. Il y a aussi des apprentissages qui se font en garderie, donc ils n'arrivent pas avec rien en CP, mais c'est quand même pas voilà, on fait quand même plus de choses à l'équivalent du CP ici qu'on le fait en France. Il y a un peu moins de base. Et l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Et après, donc, il y a 2 systèmes, le système francophone et le système anglophone, qui suivent à peu près les mêmes programmes, sauf qu'en français, c'est du français langue seconde. Donc, mère relou que je suis, mes enfants suivent le programme français de France à la maison, en plus de ce qu'ils font à l'école anglophone ici. Parce que tu vois, mon fils qui est donc maintenant en CM2, ce qu'il fait en français à l'école, c'est du niveau CE1, CE2 français. Oui, mais en même temps, c'est un peu logique, quoi. Exactement, voilà. Donc c'est un peu logique et c'est très bien parce que du coup, ils bossent en anglais. Mais voilà, tous les jours, on essaye de bosser un peu sur le français, de faire de la grammaire et de la conjugaison, les trucs absolument formidables qu'il adore faire en plus à la maison pour qu'ils prennent pas de retard sur le programme de France. Mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. On a misé sur l'anglais. Donc voilà, il y a ces 2 systèmes-là. Et après, c'est pas tout à fait pareil. Les élèves ont plusieurs enseignants. Donc tu as un enseignant référent
qui va être et en francophone et en anglophone, qui va les avoir pour les matières principales. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des spécialistes. Les enfants vont avec un autre enseignant pour ce qui est, ça dépend des écoles. Par exemple, le sport, art, musique. Dans mon école, c'est éducation à la santé. Voilà, pour certaines matières, ça va être un enseignant qui n'enseigne que cette matière-là, donc qui est spécialisé et qui va prendre les enfants. Et pendant ce temps, l'enseignant principal à ce qu'on appelle une période de préparation. C'est là où on va corriger, faire des réunions, des rendez-vous, préparer des cours. Voilà. Donc moi, j'en ai 1 heure par jour de préparation et ça dépend un petit peu des écoles. Je crois qu'en francophone, ils ont moins de préparation. Voilà. Donc ça fait quand même plus de référents pour les enfants. Et tu vois, là, je le vois avec mes CP qui ont du coup 2 enseignants, parce qu'ils ont un enseignant de français, un enseignant d'anglais, plus un spécialiste différent par jour. Ça fait quand même beaucoup de personnes et je trouve que les petits ont besoin quand même d'avoir une personnalité d'attachement. Là, ça fait beaucoup de référents. Mais d'un côté, c'est très riche, c'est-à-dire qu'en sport, honnêtement, moi, c'est là où j'étais le moins bonne en enseignement en France, où on enseigne toutes les matières, d'avoir quelqu'un qui est vraiment pro là-dedans. C'est vachement bien pour les enfants. Après, en tant qu'enseignante, moi, ça me manque de pas voir mes élèves dans toutes les matières, voilà, et de les voir en fait en réussite, parce qu'un enfant qui va être en difficulté en lecture et qui est bon en sport ou en art, quand tu es avec lui, tu peux valoriser et créer une relation dans ces matières où il va performer. Voilà. Après, moi, je fais de l'art à toutes les sauces, alors que je suis pas censée en enseigner, mais c'est vraiment mon dada, je fais du vocabulaire. Voilà. Je dis que je fais du vocabulaire, mais on fait de l'art et du vocabulaire en même temps. Pour mes enfants, je trouve ça génial qu'ils aient ces spécialistes-là. Tu vois, mon fils, sa prof de musique, qui a monté une fanfare, il a appris à jouer de la trompette à l'école. Donc ça, c'est vraiment les différences principales. Et on a aussi ce qui est un peu connu, là, les journées pédagogiques. On a de temps en temps des journées où les enfants n'ont pas classe et où les enseignants sont libérés ou pour remplir les bulletins ou pour des réunions, les choses qu'on fait le mercredi en France. On a à peu près, je crois, l'équivalent d'une journée par mois ou des rendez-vous avec les parents. Voilà. Et les enfants, pendant ce temps-là, peuvent aller à la garderie, où les garderies sont quand même super ici. Moi, de ce que j'ai vu, il y a toujours plein d'activités qui sont proposées. Je pense qu'on a une petite idée là du fonctionnement. C'est hyper intéressant. J'aime bien, moi, souvent, je pose la question comme ça aux familles qui sont expatriées, ou enfin, ouais, qui vivent dans un autre pays, savoir un peu comment ça se passe. Parce qu'on a tellement la critique facile aussi de notre système en France. C'est bien aussi de voir qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients ailleurs. Exactement. Moi, ce que je réponds toujours, c'est que, et à mes enfants, puis mes collègues, quand ils me disent, je dis, rien n'est parfait. Voilà, rien n'est jamais parfait. Il y a plein de choses qui sont vachement bien ici. Il y a plein de choses qui nous conviennent moins bien. Et puis, ça reste de l'humain, quoi. Tu vois, selon les personnes, j'aurais eu des enfants en difficulté scolaire, je les aurais pas mis dans le système anglophone parce que ça aurait été trop. Mais je râle tous les mercredis matins quand j'arrive à l'école en disant à mes collègues, ah, c'est mercredi, j'ai pas envie. Voilà, le mercredi, c'est le plus dur. Donc, c'est devenu une blague voilà, récurrente de « Ah, c'est mercredi, ah, c'est mercredi. » Et tes enfants, du coup, ça va? Ils ont quand même bien pris le rythme? Ah ben, moi, mes enfants, ils surkiffent. Oui, ils n'ont aucun devoir, ils n'ont pas de boulot, pas de pression, ils sont à fond. Mon fils, quand il est rentré donc, en l'équivalent de CM1 à l'école francophone, donc il y est resté 2 semaines, tous les soirs, il rentrait, au début, il m'a dit « Maman, on n'a pas travaillé aujourd'hui, on a fait que des jeux. » Et puis au bout d'1 semaine, il me dit « Mais maman, on n'a toujours pas travaillé quand même. » Donc ouais, c'est vraiment du fun. Il y a vraiment un apprentissage qui est ludique, qui est vachement dans le travail en projet, dans la réflexion. Ils n'ont pas de leçons à apprendre, mais il faut qu'ils aient compris les concepts. Tu vois, table de multiplication, de ce que me disent mes collègues qui enseignent les maths, parce que moi, j'enseigne plus les maths là en français là en seconde. Ils doivent comprendre comment les tables de multiplication fonctionnent, mais ils n'ont pas besoin de les apprendre par cœur. La conjugaison, c'est pareil. Ils doivent pouvoir identifier les verbes, mais ils n'ont pas besoin de se taper les tables. Donc, super content. Mon fils, qui est donc en CM2, il a 0 devoir à faire à la maison. Donc, il est super content. C'est vraiment fun et bienveillant. Eux, ça leur va très bien. Moi, je grince un petit peu des dents en trouvant qu'ils bossent pas assez. Mais ils sont contents et heureux d'aller à l'école. Donc, ça, c'est l'essentiel. Et toi, du coup, en tant qu'enseignante, tu as dû changer des choses dans ta manière de faire pour t'adapter à cette nouvelle culture? Écoute, j'ai pas encore le recul pour me rendre compte de si des fois je regarde mes élèves assis par terre en train de travailler et je me dis ouais, ça je l'aurais jamais fait en France. Ouais, ah bah oui, assis par terre en CP. Je le faisais un petit peu en art quand on faisait des trucs créatifs, oui, tu peux t'asseoir par terre, mais là oui, si tu dois copier un truc au tableau, si tu veux le faire assis par terre, en fait, on s'en fout. Le tout, c'est que tu aies fait ton boulot. Donc oui, j'ai complètement lâché. J'ai lâché, moi, dans ma préparation et dans mon rythme de travail, parce que le rythme de face élève m'épuise beaucoup. Donc, à la maison, je ne travaille plus. Puis, j'ai 2 fois j'ai 2 classes de CP, donc je fais la même chose 2 jours à la suite
voilà, ça divise quand même le travail en deux. Puis je n'enseigne que le français, j'enseigne plus les maths, j'enseigne plus le sport, donc ça me fait quand même moins de préparation. Oui, tu fais que du français, tu fais pas une autre matière que tu leur fais en français. Alors, je fais français, histoire géo, sciences et arts. Histoire géo et sciences en CP, c'est quand même très léger. C'est beaucoup du vocabulaire. On peut pas aller très loin parce que je dis, j'ai 2 élèves qui comprennent ce que je raconte, les autres, vraiment on part de zéro. Hein, là, Ouais. tu vois, là, là, à la fin de l'année, ils peuvent dire le lapin est sur la maison. Quoi. C'est vraiment, on part vraiment de zéro. Donc j'ai appris plein de choses moi, en l'enseignement d'une langue seconde, vraiment sur le vocabulaire. Donc voilà, je pourrais, je vais voir vraiment le vocabulaire, ça a toujours été mon dada, donc là encore plus. Donc dans ma pratique pédagogique et je travaille à l'école, on a aussi la chance d'avoir des éducatrices spécialisées, éducateurs aussi, qui viennent donc pour les élèves avec des troubles du comportement, qui sont beaucoup plus nombreux dans nos écoles anglophones au Québec. Je sais pas pour les francophones, mais moi, sur 28 élèves, j'en ai 8 qui ont des troubles autistiques quand même. Ah oui. En CP, voilà, la proportion est quand même très très importante. Donc j'ai énormément appris sur ces gestions de comportement qui peuvent être complexes, sur une approche qui est vraiment bienveillante. Je me suis formée aussi, je suis une formation là cette année sur le développement de l'enfant. Donc prendre encore les besoins développementaux de l'enfant plutôt que d'être dans la gestion de son comportement. Donc pas être dans la sanction mais plus dans l'accompagnement, toujours en étant exigeant dans ce qu'il y a à faire. Donc voilà, j'ai changé ma façon un peu d'aborder les choses et voilà, et beaucoup plus de liberté. Mes élèves ont 45 minutes par jour où ils peuvent jouer librement dans la classe, ce que je n'aurais jamais fait en France. De les laisser jouer au Lego pendant 45 minutes tous les jours, non. Alors après, je sais pas si je le referai en France parce qu'on a quand même des programmes qui sont plus exigeants. On n'a pas le même rythme, mais ouais, un lâcher prise et une approche, j'ai moins d'élèves aussi, j'en ai 14 contre 28 en France. Ça permet de prendre plus le temps aussi, mettre plus sur le lien, l'importance du lien affectif dans l'enseignement, l'accompagnement émotionnel. J'ai appris énormément par les personnes qui m'entourent, par la façon de faire et par l'adversité aussi. Donc oui, moi je me suis énormément enrichie professionnellement et c'était l'objectif aussi de voir comment on faisait ailleurs. Donc je repartirai avec plein de billes que je serais ravie d'utiliser après. Des objets pour les aider à gérer leur stress, faire plus de pauses actives, les laisser s'organiser comme ils veulent. Voilà. L'objectif, c'est qu'ils apprennent après, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis par terre, qu'ils travaillent avec un copain, qu'ils aillent travailler dans le couloir. On s'en fout, en fait. Le tout, c'est que le travail soit fait à la fin. Oui, bon, après, comme tu dis, si tu en as 14, c'est plus facile à gérer que si tu en as 25 Bien sûr. ou 30. Après, si tu en as 14 avec 8 avec des difficultés comportementales diverses et variées et 26 avec juste 2, c'est pas la même chose. Et puis l'enseignant est un copain ici, tu vois, l'adulte est un copain, on est à la même hauteur. Donc il y a pas cette distance et cette autorité qu'on a plus en France, qui des fois trop, mais qui permet aussi d'avoir un cadre de travail qui est plus serein. Là, tu vois, même en CP, j'ai régulièrement des enfants qui me disent « Ah non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de travailler. Non, je ferai pas le travail. » Alors qu'ils me connaissent quand même, on n'est plus au début de l'année, et ils savent très bien que ça passe pas. Mais non, j'ai pas envie. Puis ils vont bouder, ils vont pas le faire. Des choses qu'on voit un petit peu moins en France. Et alors du coup, j'en profite, c'est intéressant ce que tu dis sur le lien adulte-enfant. C'est plus au même niveau, ça se retrouve dans d'autres secteurs dans la société québécoise? Ouais, alors les Québécois sont hyper respectueux et respectueux des règles et des consignes. Voilà, tu vois, je me balade avec mon sac ouvert en ville, t'as aucun problème. C'est quand même beaucoup plus cool là-dessus. Mais ouais, il y a moins d'autorité. Genre mon conjoint dans son travail, tout le monde est à peu près au même niveau. Il est pote avec ses chefs. Et puis voilà, dans la rue aussi, tu le vois, les enfants. Il y a moins d'autoritarisme et de cadre. Voilà. Je dis ça très objectivement avec oui, c'est bien, mais il y a quand même des limites à. Tu penses que les limites sont parfois dépassées du coup? Ouais, pour moi, vraiment de mon expérience et puis de mon avis, je suis pas du tout pour l'autorité, mais les enfants ont besoin de structure pour s'épanouir et des fois la structure n'est pas là, n'est plus là. Je le vois là au Québec, je sais qu'en France ça arrive aussi, mais il y a quand même un laisser-faire de dire oh mais c'est un enfant, oh mais c'est un enfant. Voilà. Très très américain en fait qu'on voit aux États-Unis aussi oui mais c'est des enfants.
Ouais. Et ouais, mais les enfants, ils ont besoin aussi d'être un peu rassurés par la structure. Et il y a un truc aussi qu'on voit aux États-Unis, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté du coup dans des podcasts, c'est l'encouragement à toute épreuve. Vas-y, tu vas y arriver, plutôt que attention, il y a peut-être une catastrophe qui va t'arriver, attention, tu vas tomber. C'est très encourageant aux États-Unis. C'est la même culture là, du coup, au Canada francophone. Ah oui, c'est la même chose. Ouais. T'es capable à tout bout de champ. Ouais. T'es capable de le faire, et c'est très bien, tu vois, t'es toujours capable. Les enfants sont beaucoup moins critiqués et jugés, même quand ils ont des moins bons résultats. C'est voilà, t'as fait de ton mieux, t'es capable. Dans les comportements aussi, c'est est-ce que t'as fait les bons choix, est-ce que t'es sûr que c'est un bon choix. Bon, ça, je suis un petit peu moins fan de toujours être sur l'histoire du choix, parce que c'est pas toujours un choix, hein, des fois on réagit sans choisir. Mais oui, c'est vraiment dans l'encouragement d'être vraiment positif et bienveillant là-dessus. Ouais. De considérer l'enfant en fait comme un enfant et pas comme une personne pour laquelle on peut avoir des exigences d'adulte. En fait, l'enfant est en construction. Si on revient un peu à votre parcours familial, donc quand même une Ouais. première année, les premiers mois un peu difficiles, l'école, tout ça pour ton fils, pour toi une première année professionnelle compliquée. Tu l'as rapidement dit, tu as changé d'école, mais toujours avec le même employeur alors? Oui, toujours le même employeur. En fait, donc on vivait à Valleyfield et puis l'hiver est arrivé. On a essayé un peu d'avoir un réseau social, mais c'était très très compliqué, quoi. Alors ça, tout le monde le dit. Créer des liens avec les Québécois, ça prend énormément de temps. Ils sont adorables, super serviables et tout ça, mais pour rentrer dans leur intimité, dans leur quotidien, voilà, c'est très long. Comme les Nord-Américains. Après, c'est lié à plein de choses, notamment l'hiver où tu sors pas trop de chez toi, le fait de bosser tout le temps, d'avoir que 3 semaines de vacances, bah, t'as peu de disponibilité en fait pour créer de nouvelles relations. Et donc voilà, donc nous on était dans ce bled où on était un peu les seuls étrangers, on a eu voilà, on s'est pas fait d'amis, pas de potes pendant 1 an et c'était une ville qui nous correspondait pas, ancienne cité ouvrière, culturellement assez pauvre. On a testé le périurbain et on s'est rendu compte que c'était pas notre truc. C'était à combien de temps de Montréal? C'était à 1h30 de Montréal quand même. Donc on s'est fait plein de week-ends. Écoute, quand on craquait, on se faisait des week-ends à Montréal, on prenait un appart sur Home Exchange ou sur Airbnb, on allait passer le week-end en ville. Et là on s'est dit non mais faut qu'on arrête. Et au milieu de l'année, en fait moi je dois prolonger, renouveler ma disponibilité en décembre pour l'année d'après. Donc tu vois, en décembre on devait prendre la décision de est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. C'est super tôt en fait pour décider décembre pour septembre, quoi. Et on s'est dit non, 1 an c'est trop court, puis financièrement c'était quand même un investissement, on veut aller au bout du truc, 1 an c'est trop juste, on reste une deuxième année, mais on essaye de déménager à Montréal. Donc ça c'était le deal. J'ai appelé moi la RH à ma commission scolaire en lui disant écoute, mon mari travaille à côté de Montréal, il a trop de routes, c'est pas possible, c'est trop lourd pour moi, donc on a tablé là-dessus. Elle savait que ça se passait pas très bien dans mon école. Je dis est-ce que je peux avoir un poste à Châteauguay, qui est donc une ville qui est collée à Montréal, mais de l'autre côté de la rivière. Donc tu vois le sud de Montréal, tu traverses le Saint-Laurent et Châteauguay jusque là. Donc c'est la ville la plus au nord de ma commission scolaire. Je dis est-ce que je pourrais avoir un poste dans cette ville-là? Il y a 5 écoles anglophones. S'il te plaît, pas des grands. Elle voulait m'envoyer au collège. J'ai dit non. Est-ce qu'il y aurait un poste pour moi? Je prends n'importe quoi et pour qu'on puisse déménager à Montréal. Donc elle a été super bienveillante. Vraiment, elle a tout fait. Et j'ai eu confirmation en mai que j'avais un poste dans une école qui est à 30 minutes du sud de Montréal. Et on s'est mis à chercher un appart dans le quartier de Verdun, qui est donc au sud de Montréal, au bord du Saint-Laurent, qui est un super quartier qui est peu connu encore des touristes, mais hyper agréable à vivre, au bord de l'eau, urbain, encore assez mixte et populaire, avec le métro. Et moi, je suis à 30 minutes en voiture de mon école. Donc on a déménagé en juin, donc un an après notre arrivée à Montréal. Et là, rechangement d'école. Et oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. C'est ça. Alors là, rechangement, puis en plus eux, donc ils étaient dans la même commission scolaire que moi par rapport à là où on habitait. À Montréal, c'était une autre commission scolaire, donc on a dû refaire des papiers pour demander à l'école anglophone. Mais bon, bah, il n'y a pas eu de souci, donc ils ont été inscrits en école anglophone juste à côté de chez nous, où là on peut y aller à pied, et vraiment super école. Alors environnement très défavorisé, donc c'est une école qui a des moyens en plus, c'est l'équivalent je pense qu'ils doivent être équivalent en REP ou REP plus par rapport à la France, mais donc ils ont plein de moyens pour faire plein de trucs, école très dynamique, super enseignants tous les deux. Ils sont toujours sur un rythme 50-50, 50 français, 50 anglais. Et mon grand, donc
qui a souffert le martyre la première année, à maintenant, alors les notes sont en pourcentage, il a 85% en anglais et il a, je crois, 98% en maths en anglais. Voilà, la deuxième année, avec aucun support, aucune aide. Donc changement pour eux, ils se sont fait des super copains. Donc pareil, pour eux, socialement, ça avait été difficile là où on était, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes codes sociaux. Tu vois, les gamins là où on était étaient fans de hockey et de jeux vidéo, et bah, nous, on n'a pas d'écran à la maison. Et le hockey, bah, c'est pas trop notre truc. Donc, pour Arthur, c'était un peu difficile de s'intégrer. Il est sympa, il s'était fait des copains, mais rien de plus. Et là, il s'est vraiment fait de très bons amis. Voilà. Des petits citadins qui viennent de plein de pays différents, qui parlent plein de langues à la maison, qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on vivait à Marseille. Donc voilà, donc on a voulu tester autre chose, on l'a fait, on est très content de l'avoir fait, mais on reste quand même des citadins et on aime bien vivre un peu dans le bordel, dans une ville qui bouge, avec des gens qui avec des gens qui ramènent plein de choses différentes, plus ou moins positives, être plus dans la réalité. Et voilà, les enfants sont très épanouis là dans l'école dans laquelle ils sont cette année, et moi aussi dans la mienne. Si je suis couchée à 9h tous les soirs. Oui, mais tu es levée très tôt. Et je suis levée. vous n'avez pas envisagé du coup de les mettre dans une école francophone la deuxième année ? Pas du tout, parce que ils parlaient déjà un petit peu anglais et donc on voulait vraiment qu'ils continuent. On est allé à New York 2 fois là en 2 ans, parce que moi j'ai gardé des liens très proches avec. J'étais jeune fille au père en fait quand j'ai vécu à New York, et j'ai gardé des liens très étroits avec ma famille, donc ça fait 20 ans quand même. On se voit régulièrement, donc on est allé chez eux là 2 fois en 2 ans. Et quand on y va, on parle qu'anglais, hein, c'est des Américains. Et là, je suis allée seule avec les enfants en mars, une semaine à New York, et mes enfants ont pu avoir une conversation avec ma famille américaine. Donc ça, c'était dingue. Donc c'était vraiment l'idée, voilà, qu'ils puissent parler anglais couramment. Donc on a continué là-dessus. Arthur est donc en équivalent de CM2. L'école primaire au Québec dure 1 an de plus, donc jusqu'à la 6e année. La 6e se fait à l'école primaire ici. Pour le collège, on réfléchit. Je pense pas qu'il resterait dans le système anglophone, parce qu'après, il y a un retard quand même dans les apprentissages en français qui resterait. Pour moi, une fois qu'ils parlent anglais couramment, on peut rebasculer dans le système francophone. Oui, mais là, tu parles pour la rentrée de septembre. Mais alors, en fait, pour la rentrée de septembre, nous serons rentrés en France. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. L'histoire de la 6e année. C'est ça. Si on était resté, voilà, parce que notre projet, pour revenir dans le truc, notre projet, c'était de partir 2 ou 3 ans. Moi, j'ai un contrat de 3 ans. Ouais. On n'avait jamais prévu de partir longtemps. C'était vraiment un voyage au long cours en étant une immersion plus qu'une immigration. Voilà. En immersion plus qu'en immigration, je pense que c'est vraiment ça le terme. Donc, on hésitait à rester 1 an de plus. Pareil, on a dû prendre la décision en décembre. Et le fait que notre fils rentre au collège, on ne voulait pas lui faire rater le coche de la rentrée au collège. En plus, il avait la possibilité de rentrer dans un programme bilingue en France aussi. Voilà, donc on s'est décidé en décembre à quitter le Québec là, cet été. Décision très difficile à prendre parce qu'on est tous épanouis et contents d'être ici. Mais voilà, notre vie française nous manque aussi. On rentre à la fin de l'été, et donc ils reprendront en école franco-française, quoi, dans le système français public en septembre, et moi aussi. Vous avez eu un petit peu de mal à vous adapter, à trouver vos marques et votre rythme, à trouver vraiment ce qui vous convenait comme vie dans cette région, et puis finalement, ça va être un peu dur de partir. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui va vous manquer ? Qu'est-ce qui va nous manquer ? Écoute, c'est là, je te parle, je suis tu le vois un petit peu là, mais dans une cabane dans les bois, voilà, la nature, ces forêts-là, les couleurs de l'automne qui sont absolument sublimes, c'est vraiment la plus belle saison ici. La facilité de faire plein de trucs, voilà, on parle de la sécurité. Moi, c'est pas quelque chose qui me pèse en France, mais c'est vrai que voilà, te balader avec ton sac à main ouvert, oublier de fermer la porte en partant. C'est quand même cool aussi. Le fait de parler anglais tous les jours, ça va vraiment nous manquer. Ça va vraiment nous manquer parce que tous les 4, on parle anglais au quotidien. Donc, on a peu pris d'expressions québécoises parce que c'est vraiment notre truc, ce côté bilingue. Voilà, la gentillesse des Québécois. Voilà, la nature qui est présente. Ouais, il y a plein de choses qui vont nous manquer. Et il y a plein de choses qu'on sera content de retrouver aussi. Ouais, du coup, c'était ma question suivante. Parce que tu l'as dit, là, juste, t'as dit, on est quand même super content de retrouver notre vie en France. Il y a des choses en particulier ? Oh, plein.
je vais être très française, mais la bouffe, quoi. La bouffe. On a déjà fait notre menu, tu vois, pour quand on rentre. Alors, le premier jour, on va au camion pizza, on mange une bonne pizza à 10 balles et on arrête d'acheter 30 balles une pizza dégueulasse. Ouais. Une bonne pizza du camion pizza. Puis en plus, voilà, moi, je suis méditerranéenne, quoi. Tu vois, c'est vraiment des tomates qui ont du goût, de la bouffe qui goûte quelque chose. On a du mal à trouver des choses de qualité et goûtues à des prix corrects, ici. Mais bon, on le savait, voilà, c'est pas une surprise. Donc vraiment bien manger des choses simples qui ont du goût sans laisser un bras. Après nos proches quand même. Nos parents sont venus nous voir régulièrement, donc ça va. Mais on s'est fait très très peu de potes. On a 2 couples de Français avec qui on a sympathisé, dont un couple de Français qu'on a rencontré à Verdun au cours de danse de notre fille, qui viennent du même quartier que nous à Marseille et qui rentrent en même temps que nous. Ah, Donc énorme. et notre copine, donc Charlotte, je ne sais pas si elle m'écoutera, qui est instite aussi comme moi. Donc D'accord. Bon. c'est très très fort. Donc on est très content de se suivre comme ça. Donc voilà, donc nos potes, on est très content de retrouver une vie sociale. Ça va nous faire bizarre d'ailleurs de voir des gens à voir tous les week-ends. Et puis le soleil, voilà. Parce que 6 mois d'hiver, on a beau le savoir, 6 mois d'hiver, c'est très long. On a adoré l'hiver, décembre, janvier, février, la neige, même quand il fait moins 25. Si tu es bien habillé, tu sors quand même. Nous, on aime beaucoup être dehors, on vit dehors vraiment. On a l'habitude d'être tout le temps dehors, donc on l'a fait même en hiver, alors tu sors moins longtemps. Ce qui est très très dur, c'est mars, avril, mai. Tu vois, là, on est le 18 mai, j'ai un pull, un pantalon et des chaussettes. Oui, alors à Marseille, peut-être pas, mais regarde-moi à Nantes, là, tu vois, j'ai Oui, aussi un c'est pull, vrai, un pantalon et des c'est chaussettes. vrai, c'est vrai. Et il fait dégueulasse. Non, Donc, ma mère te dira qu'il a fait pourri aussi. Mais non, en fait, le printemps qui n'existe pas, je trouve que c'est assez dur. Tu vois, l'hiver est très beau, mais il dure très longtemps. Donc ouais. ça, on sera content de retrouver, ouais, de faire des randos au soleil en janvier. Voilà, des petits trucs du quotidien. Comme je te disais, nous, on n'a pas fui du tout. On aimait bien notre vie. Donc, on va être content de la retrouver aussi. Et puis, il y a plein de trucs qui vont nous manquer. Et puis, ce que je disais aux enfants, parce qu'on a déjà vécu l'expatriation, donc on sait que le plus dur, c'est pas de partir, c'est de rentrer, parce qu'en fait, tu te rends pas compte que toi, tu as changé, et puis le reste est resté un peu en statu quo, donc on a gardé notre appart, donc retrouvé notre appart, mais c'est plus vraiment chez nous, parce qu'il y a quelqu'un qui habitait pendant 2 ans, se réinstaller, donc ça va être plein de trucs. Et puis on fait un retour aussi rock'n'roll que le départ. C'est-à-dire? On part de Montréal. Donc, nous quittons notre appartement à Montréal le 30 juin. On a pris un appart via Home Exchange pendant 1 semaine, puisque nous quittons Montréal le 8 juillet pour partir 6 semaines en Amérique du Sud avec 3 sacs à dos. Donc, nos affaires quittent Montréal le 30 juin. On va se retrouver pendant 1 semaine avec 3 sacs à dos. Ma maman qui est là en ce moment-là, donc on est fin mai, repart avec 2 valises à nous, avec nos affaires pour la rentrée, puisque nos affaires n'arriveront que fin octobre, Eh oui. a priori. Donc, nous allons vivre en mois de juin avec les fringues qu'on aura pour notre trip en Amérique du Sud. Donc, c'est un peu beaucoup de trucs avancés. Donc, on part 6 semaines en Amérique du Sud et nous rentrons à Marseille le 22 août pour une rentrée le 1er septembre. Voilà, avec tout à réinstaller dans notre appart, la rentrée à préparer. Moi, je ne sais pas dans quelle école je vais, je ne sais pas quel niveau. Ce sera une autre école, donc je vais devoir tout réinstaller aussi. Tu sauras quand, toi? Moi, je saurai, j'ai participé au mouvement, du coup, j'ai demandé ma réintégration. Je saurai le 9 juin dans quelle école je vais, Okay. Et un peu après le niveau. Voilà, donc je ne pourrais pas me présenter, je ne pourrais pas voir la classe, je ne pourrais pas voir de quel matos j'ai besoin. Mais bon, après ce qu'on a vécu ici, on s'adaptera. Les enfants, donc pour Arthur, on sait où il va, on sait où il rentre au collège. Pareil, nouveau collège, sans ses copains. Voilà, on le met encore en galère. Il récupère pas ses copains du coup de son école primaire Non, parce qu'on, vilain parents que nous sommes, on l'a mis dans un établissement public ou avec un programme bilingue pour qu'il continue à parler anglais, donc qui n'est pas à côté de chez nous et qui n'est pas avec ses copains. Et il le prend comment? Eh ben, on lui a dit qu'on était d'accord pour adopter un chat. Fallait trouver un truc pour négocier, quoi. Fallait trouver un truc, ça fait des années qu'il nous tanne parce qu'il veut avoir un chat, et on lui dit, écoute, si tu vas là-bas, t'auras un chat. Donc, nous allons aussi adopter un chat à la rentrée. Non, mais il est content. En fait, il râle, mais il voit l'intérêt d'être dans un truc dynamique et puis de continuer à parler anglais. Est-ce qu'il a voilà. quand même des appréhensions? Parce que bon, là, il a changé deux fois d'école. Il était dans un pays qu'il connaissait pas. En plus, il s'est pris la claque de l'anglais la première fois. Pas, il est habitué, mais bon, quand même, il a déjà vécu des gros changements. Est-ce que là, il a des appréhensions ou il se dit, bon, bah, j'ai déjà géré quand même, ok, c'est pas ma préférence, mais je vais y arriver? Alors, nous ne sommes pas sur un profil de petit garçon aventurier. On est plutôt sur un profil anxieux, rigide, qui aime bien quand tout est cadré, bien organisé. Donc, on le sort beaucoup de sa zone de confort. Vas-y, mon gars. Non, il sait qu'il a vécu le plus dur. Il sait que ce sera en français, que ça va aller. Et puis, on bosse le programme, donc ça devrait aller. Puis, il est vraiment très, très bon. Il comprend tout de suite, donc ça devrait aller. Ce qui lui fait très peur, c'est d'avoir des devoirs et du boulot à
la maison parce que ça, il n'a pas envie, qu'il n'en a pas eu pendant 2 ans. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui l'angoisse un petit peu. Et après, il est content de retrouver. En plus, ce sera le mercredi après-midi. Et les vacances, non, il n'est pas plus stressé que ça. Il sait qu'il se fera des copains rapidement. Et non, ça devrait aller. Et voilà, notre fille est inscrite aussi à l'école. Elle va se retrouver dans la même école que sa copine avec qui elle fait de la danse ici. Donc ça, c'est plutôt... Eh oui, mais ça, c'est tout à fait improbable. C'est génial. C'est génial, mais elle ne retrouvera pas ses copines de maternelle parce qu'elle n'a pas été affectée dans l'école dans laquelle ses copines avec qui elle était en maternelle allaient. Mais bon, c'est dans le même quartier. Voilà, on les verra. Donc ça, voilà, ils visualisent un peu où ils vont. Donc c'est un peu moins stressant. Puis je leur dis, là, avec tout ce que vous avez vécu en étant ici, oui, ça sera du changement. Et puis, voilà, maintenant, ils savent que même si c'est difficile, ça ne dure pas. C'est la période de transition qui est difficile. Donc ça, c'est un super apprentissage. Ouais, c'est énorme, en fait, ce qu'ils ont appris là. Un peu par la force des choses, mais c'est vraiment énorme. Et probablement que ça leur servira toute leur vie. C'est ça. Et tu sais, je nous revois les moments où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Un peu quand t'as un nouveau-né et que tu dors pas le soir et que t'en peux plus, et que tu te regardes avec ton mec et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Quelle idée on a eue? On était bien tranquille. Et puis tu le regrettes pas, c'est génial. Voilà. Donc on est un peu dans ce cas. Donc là, on sait qu'on va rentrer fin août, que ça va être très, très, très rock'n'roll. Et qu'on aura hâte d'être aux vacances de la Toussaint, encore une fois, encore plus cette année. Et ton conjoint, du coup, niveau professionnel, ça se passe comment? Eh ben, écoute, il a repris des contacts là, à distance, donc il a annoncé à son employeur qui partait, et il essaye de se faire réembaucher toujours dans la même boîte de retour en France, peut-être dans une autre division. Voilà, lui, ses droits au chômage seront ouverts parce qu'il a quitté son emploi pour me suivre, donc rapprochement de conjoint, il pourra avoir quelque chose. Après, il est pas hyper serein parce que la conjoncture économique est pas dingue en France en ce moment ou partout. Mais bon, écoute, il retombera sur ses pattes, il trouvera bien quelque chose. Sinon, il retournera travailler comme serveur dans un resto. Il sait qu'il a plein de cordes à son arc, il a pu l'expérimenter. Exactement. Non, voilà, ça m'inquiète pas. Écoute, il est commercial dans l'industrie du boulot, il y en aura. Il trouvera bien quelque chose. Ce sera l'occasion de faire autre chose. Et puis, au pire, on se débrouillera. Voilà. Ouais, ok. On arrive quand même à la fin de l'épisode. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais sur ces 2 ans? Vous étiez peut-être partis pour 3, finalement c'est 2. C'est une immersion, finalement ça a quand même été difficile de nouer des liens. Qu'est-ce que vous en tirez de toute cette expérience? Et est-ce que ça vous a ouvert de nouvelles idées pour de nouveaux projets de ce genre? Écoute, on est très content de l'avoir fait. On n'a aucun regret. C'était vraiment une super expérience. Je pense qu'on s'en rend pas compte encore, mais qu'on a créé des liens entre nous 4 encore plus forts que si on l'avait pas fait, ça c'est sûr. Même si on s'engueule beaucoup. Voilà. Puis on a eu la chance d'avoir nos parents qui viennent, donc c'est pareil aussi de leur faire partager quelque chose. Moi, j'aurais aimé qu'on poursuive sur autre chose, tu vois, de partir du Québec et aller dans un autre pays aussi. Pour mon conjoint, c'était plus compliqué professionnellement. Puis je crois qu'il avait plus envie de rentrer que moi. Moi, je serais bien repartie ailleurs. Tu vois, je serais bien partie à Sydney. J'avais une possibilité d'avoir un poste aussi. Ça se fera peut-être plus tard. Voilà, quand on nous dit vous rentrez définitivement, rien n'est jamais définitif. Ouais. Voilà, peut-être que plus tard on repartira ailleurs. En tout cas, c'est une super on n'a jamais de regret d'avoir fait quoi que ce soit. Et puis la difficulté fait partie du truc. Alors sur le moment, on n'en rigole pas trop, mais ça fait partie de l'expérience aussi. Et c'est hyper enrichissant à tous les niveaux. Puis ça aide aussi un peu plus à voir ce qu'on veut vraiment et ce qui nous correspond vraiment dans la vie. Donc ça, c'est top. Et puis on a découvert le Québec, j'allais dire de fond en comble, mais on a beaucoup, beaucoup vadrouillé. Et puis des coins qui sont absolument fabuleux, qu'on n'aurait pas vu ou connu en simple touriste. Et puis l'immersion dans la culture canadienne, qu'on connaît quand même bien maintenant. On connaît bien le Canada. Maintenant, on peut bien se dire, on n'a pas fait le Canada, qui est une expression que je suis pas. Moi non plus, j'aime pas trop, ouais. Oh là là. Mais on a quand même bien arpenté le Canada et puis accepté les différences. Je parle de langue là, tu vois, on a fait le Canada, le français québécois est quand même très différent et j'ai arrêté de grincer des dents quand j'entends des façons de parler qui, pour nous, Français de France, semblent incorrectes et en fait, c'est juste une façon qui est différente. Donc ça aussi, c'est des trucs riches d'accepter que ça fonctionne différemment ailleurs. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Élodie. Plaisir. Bon voyage en Amérique du Sud, bon retour en France. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Élodie. Une bonne journée.
Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai trouvé très très intéressant cet éclairage qu'Élodie nous a apporté essentiellement sur l'école, le système scolaire. C'est vraiment ce qu'elle connaît le mieux, forcément. Elle nous a permis de comprendre un petit peu les avantages, les inconvénients du système scolaire là-bas, de la vie au Québec de manière générale. On compare toujours avec ce qu'on connaît, c'est normal, avec la France. On est toujours aussi très critique avec ce qu'on vit, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un éclairage sur ce qui se passe ailleurs et de voir ce qu'on peut améliorer, et puis finalement ce qui est très chouette chez nous et qui serait mieux de garder, de conserver. En tout cas, l'expérience d'Élodie et de sa famille nous montre aussi qu'une expatriation n'est pas toujours faite que de joie. C'est parfois un chemin un petit peu sinueux, un parcours un petit peu délicat, difficile, inconfortable aussi, stressant, mais ils ont fini par trouver leur place dans cette vie au Canada, et finalement ils vont la quitter. Forcément, il y aura des choses qui vont leur manquer, mais voilà. Je trouvais que c'était vraiment très très intéressant aussi d'entendre un témoignage qui n'est pas tout beau tout rose, et ça montre vraiment la réalité de ce que c'est qu'une expatriation. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, faites-le nous savoir. Vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify, vous pouvez également y laisser un petit commentaire. Parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux. N'hésitez pas à nous écrire également, ou à écrire à Élodie directement. Je vous mets son contact dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Allez, à bientôt, ciao!